Bonjour, Euh, c'est un plaisir de participer à ce congrès qui réunit sur ce thème-là cardiologues et diabétologues. Et comme vous le savez, le diabète est une pathologie particulièrement présente au monde cardiologique. La coronaropathie est la complication la plus fréquente au cours d'un suivi d'un malade diabétique. Et que plus de 70% des diabétiques meurent de pathologies cardiovasculaires. En plus de ces pathologies purement vasculaires, le diabète va impacter l'électricité de la conduction cardiaque avec comme conséquence des troubles de la conduction proprement dite, des arythmies supraventriculaires, en particulier la fibrillation atriale et des arythmies ventriculaires. La relation entre le diabète et les troubles du rythme est complexe et multifactorielle. Elle inclut une dysfonction autonomique, des anomalies atriales et ventriculaires concernant le remodelage et la présence de fibrose, ainsi que des altérations moléculaires touchant en particulier les mitochondries. L'atteinte de la microvascularisation peut expliquer certains troubles du rythme car l'ischémie myocardique, même si elle ne se voit pas sur les gros vaisseaux, elle est présente sur des petits vaisseaux. Et c'est l'IRM qui nous a permis de comprendre ces anomalies-là en confrontation avec les coronarographies. L'un des principaux mécanismes, c'est l'orientation du métabolisme de la mitochondrie vers l'utilisation de glucose qui est en excès dans le diabète, avec une diminution de l'utilisation des acides gras et leur concentration, avec comme conséquence une lipotoxicité et une glucotoxicité. À côté de ces anomalies de la mitochondrie, vous avez des anomalies propres au diabète, l'hyperglycémie, l'insulinorésistance, les fluctuations de la glycémie, la stimulation du système rénino-angiotensine et le changement dans la matrice extracellulaire. Cela va donner des anomalies structurelles, électriques et dysautonomiques avec une perturbation du métabolisme calcique. Tous ces mécanismes vont aboutir au démarrage et à l'installation de la fibrillation atriale. Mon attention se portera essentiellement sur la fibrillation atriale car c'est l'arythmie la plus fréquente et dont les conséquences sont particulièrement dramatiques si elle n'est pas traitée correctement. Le mécanisme physiopathologique se fait sentir d'abord au niveau de l'oreillette, malgré qu'il commence au niveau du ventricule, soit par une hypertrophie, soit par une rigidité, qui va donner une diminution de la distensibilité, augmentation donc de la résistance au vidange de l'oreillette, et donc augmentation des pressions, remodelage et troubles du rythme atriaux. Et vous voyez sur cette diapositive, donc côte à côte, du myocarde sain et de la fibrose, et cette disposition prédispose à faire des troubles du rythme supraventriculaires. Sur le plan ventriculaire, vous avez comme principaux mécanismes l'association d'une hypertrophie ventriculaire gauche, d'une ischémie myocardique et d'une dysfonction systolique ou diastolique. Vous savez que la dysfonction diastolique, en particulier ce qu'on appelle les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, elles sont particulièrement fréquentes chez les diabétiques et il va falloir les chercher pour ne pas passer à côté de causes de troubles du rythme, soit supraventriculaires, soit ventriculaires. Ces éléments vont concourir à faire des troubles du rythme ventriculaire et à expliquer un certain nombre de morts subites. Associées à cela, vous avez également les perturbations du potentiel d'action et enfin la dysfonction autonomique qui va passer par des anomalies du système parasympathique, une dénervation suivie d'une hyperstimulation du système sympathique et enfin le stade terminal qui est la dénervation sympathique avec l'installation de l'hypotension orthostatique. Donc, associé à ces éléments-là, vous avez également l'apnée de sommeil qui va concourir au développement des troubles du rythme avec tous ces mécanismes-là. L'apnée de sommeil est particulièrement fréquente chez le diabétique et chez le sujet obèse. Pour résumer ces mécanismes, vous avez donc de la fibrose myocardique, une maladie mitochondriale, une dysfonction du système nerveux autonome avec un des premiers signes, l'élévation de la fréquence cardiaque, l'ischémie myocardique, des anomalies des canaux cardiaques, l'apnée du sommeil et enfin l'association à l'hypertension artérielle. Vous savez que 50%
des diabétiques sont hypertendus et l'hypertension artérielle, par la stimulation du système réninien-angiotensin-aldostérone, va favoriser le développement de la fibrose. Alors, comment on va évaluer ces arythmies chez le diabétique? Bien sûr, un examen clinique, un électrocardiogramme, une échocardiographie et un Holter ECG. Les autres examens ne seront demandés qu'après cette première phase qui, à mon avis, est indispensable, en particulier examen clinique ECG et échocardiographie. Donc, quels sont les éléments qui vont nous pousser à aller chercher des troubles du rythme supraventriculaire chez le diabétique? D'abord, une durée de l'hypertension artérielle qui est élevée, un diabète non sucré ou de type 2 au-delà de 10 ans, une histoire de coronaropathie, un élargissement de l'onde P sur l'électrocardiogramme, une fragmentation de l'onde P qui témoigne d'un trouble de conduction intra-atriale, une augmentation de la taille de l'oreillette gauche et une hypertrophie ventriculaire sur le plan échocardiographique. Lorsqu'on a ces éléments-là, il va falloir aller traquer les troubles du rythme supraventriculaire. L'un des premiers signes qu'on retrouve, c'est la tendance à la tachycardie sinusale, telle que chez ce patient diabétique, où le rythme spontané approche les 100 battements par minute. Eh bien, vous avez également les hypertrophies atriales. Regardez cette fragmentation de l'onde P en D2 et cet élargissement. Elle fait plus de 4 carreaux sur le plan de sa largeur. Et vous avez donc ces signes en D2 et en V1 comme des signes qui nous permettent de dire qu'il y a une hypertrophie atriale. Vous avez également la dispersion de l'onde P. Cette dispersion de l'onde P, elle est à rechercher sur un électrocardiogramme simple et c'est une différence de durée des ondes P entre les différentes dérivations. Et quand elle dépasse 40 millisecondes, eh bien, elle est obligatoirement témoin d'un trouble de conduction intra-atriale. Enfin, vous avez des extrasystoles atriales qui sont précoces, qui tombent sur l'onde T et qui, dans certains cas, vont démarrer des fibrillations atriales. Ces extrasystoles ont la particularité, quand elles sont précoces et tombent sur l'onde T, de naître au niveau des veines pulmonaires, et cette naissance au niveau des veines pulmonaires témoigne donc d'une hyperpression au niveau de l'oreillette et par conséquent d'une installation précoce d'une fibrillation atriale. Et enfin, à un stade plus tardif, vous avez la fibrillation atriale donc chez le diabétique installée, tel que sur cet électrocardiogramme. Et là, il va falloir gérer également le grand problème d'anticoagulation chez ces patients-là, en tenant en compte le CHAS-VASc. Donc, premier message, c'est qu'il existe ou pas une hypertrophie ventriculaire gauche, l'impact du diabète va se ressentir au niveau de l'oreillette. Donc, l'oreillette, c'est l'amortisseur, c'est elle qui va encaisser les premières manifestations de maladie diabétique. Et quand cette oreillette gauche elle est élargie, ce n'est pas bien. Vous allez voir que, par exemple, dans cette population de patients, les gens qui ont des oreillettes gauches dilatées, ce sont essentiellement les hypertendus et les diabétiques. Et sur le plan des événements cardiovasculaires, plus l'oreillette gauche est élargie, plus vous allez avoir des événements cardiovasculaires. Enfin, l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous le savez, qu'elle multiplie par 2,34 la fréquence d'une fibrillation atriale. Et donc, chaque fois que vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, la fibrillation n'est pas lointaine. Le screening de la fibrillation atriale est très mauvais par le Holter rythmique. Regardez sur ce travail, quand on fait 2 Holters de 7 jours dans l'année, on ne screen que 4% des fibrillations atriales. Donc, il va falloir traquer la fibrillation atriale par des moyens classiques, l'examen clinique, l'électrocardiogramme, mais également par des méthodes beaucoup plus modernes, telles que les smartphones ou le watch, pour essayer donc de poser le diagnostic d'une fibrillation atriale. C'est systématique chez le sujet, qu'il soit diabétique ou pas, après 65 ans. Ça devient encore plus urgent avant 65 ans chez le sujet diabétique. Et les renseignements sont très importants. Quand on enregistre un Holter en particulier, il permettra de nous donner des renseignements sur la variabilité sinusale. Et cette variabilité sinusale est un élément très important chez le diabétique car elle approche la dysautonomie
et par conséquent, elle nous renseigne sur la possibilité donc d'une atteinte soit parasympathique, soit sympathique, soit mixte, chaque fois que cela est possible. Donc, cette atteinte dysautonomique, elle est importante. Il va falloir la traquer, la chercher, et vous avez ici un certain nombre d'examens qu'il va falloir faire, et le temps ne permet pas de les développer, mais sachez qu'il existe actuellement dans des centres de cardiologie ou dans des cabinets de cardiologie des examens dédiés à la mise en évidence de cette dysautonomie cardiovasculaire liée au diabète, et que cela nous permettra donc d'orienter les thérapeutiques de manière très appropriée. Les autres examens, l'IRM, les scanners coronaires, etc., ne seront demandés qu'après des éléments orientateurs de cette étape faite essentiellement de la clinique, de l'électrocardiogramme, du Holter et de l'échocardiographie. Les troubles du rythme ventriculaire, eh bien, c'est la deuxième partie. Ces troubles du rythme ventriculaire, c'est un élément qu'il va falloir tenir en compte. Eh bien, en plus de tous les éléments qu'on a dans les arythmies supraventriculaires, vous avez la coronaropathie qui est très pourvoyeuse d'atteintes ventriculaires sur le plan rythmique, mais également l'histoire d'un infarctus du myocarde, la complexité des extrasystoles, l'hypertrophie ventriculaire gauche et la dysfonction ventriculaire gauche, les anomalies du QT qui sont très présentes au cours du diabète, la faible variabilité sinusale dont on a parlé il y a un instant, et enfin les alternances de long de T. Quand il existe une hypertrophie classique comme ça chez un diabétique ou un hypertendu, bien sûr, on va aller chercher est-ce qu'il existe des troubles du rythme ventriculaire, mais il ne faut pas s'attendre à ce genre d'électrocardiogramme avec des indices de Sokolov-Lyon qui sont très, très élevés. Il va falloir chercher des petits signes tels que ces ondes S qui sont profondes dans V3, V4, et ce sont des éléments qui orientent chez les sujets hypertendus ou diabétiques ou les deux vers une hypertrophie ventriculaire gauche. La présence également d'extrasystoles ventriculaires, qui sont généralement des extrasystoles qui naissent au niveau du ventricule gauche, et par conséquent, c'est un élément qui va nous pousser à demander d'autres examens, en particulier en Holter, et faire le bilan de cette extrasystolie. Et quand on fait un Holter, vous voyez chez les sujets qui ont des hypertrophies ventriculaires gauche, eh bien, plus de 50% de ces patients présentent des extrasystoles ventriculaires de complexité qui n'est pas négligeable. Enfin, vous avez des anomalies de QT avec des anomalies d'accélération et de décélération qui vont favoriser les troubles du rythme. Et cette rigidité de la paroi artérielle, même si la fonction ventriculaire gauche est préservée, est responsable donc de mort subite dans 25% des cas, un peu moins quand la fraction d'éjection est basse, mais elle est quand même elle existe, et dans un quart de cas, ces morts subites sont d'origine, donc sont secondaires à une insuffisance cardiaque d'origine de fraction d'éjection préservée. Enfin, vous avez également les dysfonctions de la conduction, telles que les maladies du sinus ou les blocs atrioventriculaires, car cette fibrose ne va pas toucher uniquement le myocarde, mais va toucher également le tissu de conduction spécialisé. Et cette dysfonction sinusale va être aggravée par les troubles du sommeil. Et par conséquent, ces troubles du sommeil peuvent entraîner donc des aggravations du trouble de la conduction. Chez l'hypoglycémie peut donner des troubles du rythme. On va différencier les troubles du rythme de l'hypoglycémie pendant l'éveil, qui sont surtout donc une stimulation du système sympathique et donc des troubles du rythme ventriculaire, par opposition aux troubles glycémiques pendant le sommeil, qui vont être beaucoup plus profonds et qui vont stimuler le système parasympathique, et par conséquent vont donner également des troubles de conduction. Et voici l'évolution de ces troubles du rythme en expérimental. D'abord des troubles du rythme ventriculaire, ensuite des troubles de conduction menant à l'arrêt cardiaque. Enfin, quel est le traitement? Vous avez bien sûr le contrôle de la glycémie qui est indispensable. Vous avez des médicaments qui vont diminuer la charge de la fibrillation et l'évolution vers la fibrillation atriale, tels que la metformine, tels que le TZD et la pioglitazone. Mais vous avez également surtout les SGLT2 dernièrement, qui, grâce à leur mécanisme combiné sur le diabète et sur l'insuffisance cardiaque, ont permis de diminuer de manière significative
les arythmies ventriculaires donc chez cette population. Le diabète est un élément, bien sûr, de la stratification du risque thromboembolique. Et chez ces patients-là, quand il y a un A1, eh bien, le diabète est un élément fort en faveur de l'anticoagulation. Vous avez également le contrôle de la glycémie qui est important dans la gestion de l'ablation, où on a moins de récidives quand la glycémie est bien contrôlée. Et en conclusion, je dirais que ces troubles du rythme sont plus fréquents chez le diabète de type 2 et qu'il va falloir les évaluer régulièrement par la clinique, par l'électrocardiogramme, par l'échocardiographie et le Holter, et que le contrôle de la glycémie et la gestion des autres anomalies cardiaques et des autres facteurs de risque cardiovasculaire va permettre certainement de diminuer l'incidence et la gravité de ces troubles du rythme. Je vous remercie.